tous et bienvenue sur Patreon. Nous allons parler aujourd'hui des différentes hypothèses de guerre civile aux États-Unis. Alors, tout d'abord, définition de guerre civile. euh, la guerre civile est une série d'événements qui sont nommés guerre civile bien après que ces événements aient lieu. La réalité, c'est que, par exemple, la guerre entre le Nord et le Sud a été appelée guerre civile, mais la réalité, c'est que c'était simplement des États du Sud, en l'occurrence, qui souhaitaient ne plus faire partie de l'Union avec les États du Nord et ont recréé, en fait, se sont séparés et ont créé une confédération d'États qui souhaitaient avoir beaucoup plus d'indépendance au niveau de l'État qu'au niveau fédéral. Alors ils se sont fait avoir, ils ont perdu cette guerre, ils n'avaient pas les industries nécessaires et pas la population nécessaire pour la mener à bien. Et faute d'avoir réussi les 2 premières années à prendre l'ascendant sur le Nord en point de vue militaire, ils ont fini par échouer et ont été mis et ont été bien soumis euh, et voilà. Et donc, les États-Unis ont déjà eu cette guerre civile entre des États. Mais en réalité, les États-Unis ont eu une autre guerre civile qui est leur guerre d'indépendance. Puisque au moment de cette guerre, au moment du commencement de cette guerre, les États-Unis faisaient partie de l'Empire britannique. Ils étaient tous des sujets de sa gracieuse majesté George le IIIe. Et la déclaration d'indépendance n'était pas considérée par l'Angleterre comme une forme de guerre civile, c'était considéré comme une rébellion. Et donc, ce qu'on appelait ensuite aussi la Révolution américaine, on peut dire, est une forme de guerre à l'intérieur du royaume de l'Empire britannique entre loyalistes et insurgés. D'ailleurs, celui qui fut le premier président des États-Unis, George Washington, était un commandant très réputé et de grande valeur et hautement décoré de l'armée britannique. De l'armée britannique, il avait combattu les Français pendant la guerre de 7 ans. Et ce changement de cette définition de guerre civile, où on a en fait des partis opposés, est souvent opposé à la guerre moléculaire globale, qui est un concept récent, assez récent, qui rentre dans le cadre des guerres de quatrième et de cinquième génération, où nous avons des conflits avec des multiples fronts, des multiples forces en présence, des multiples soutiens et surtout beaucoup de simples citoyens ou d'habitants d'une région, d'un pays, d'une nation qui commencent à ne plus pouvoir vivre ensemble, ne plus vouloir vivre ensemble surtout et commencer à se battre et à définir des zones de contrôle dans lesquelles ils peuvent vivre en paix mais séparés des autres. Et on pourrait appeler ça une balkanisation, on pourrait appeler ça aussi une libanisation. Il y a différents exemples dans l'histoire où des peuples entiers se sont scindés, se sont morcelés, n'ont plus voulu vivre ensemble. Et là, il n'y a pas deux nations, deux fronts qui font face à face, il n'y a pas que deux visions des choses. Il y en a toute une multitude. Alors, ils peuvent être basés sur des cassures religieuses, identitaires, politiques. Amin Malouf, dans son livre Les identités meurtrières, en avait très très bien parlé, en faisant référence évidemment à son pays, le Liban. Les États-Unis peuvent partir dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une scission très forte aujourd'hui, une polarité qui est quasiment de 50-50, en tout cas des votants, plus ou moins ceux qu'on a fait voter d'outre-tombe, on va dire. Eh bien, il y a une partie des États-Unis qui ne peut pas accepter le gouvernement en place, je fais cette vidéo le 19 janvier, qui normalement va quitter demain, le 20, et inversement, une autre partie qui considère que cette élection a été frauduleuse et que est donc illégitime et qui considère en plus politiquement extrêmement néfaste ce fameux gouvernement avec une forte tendance communiste, bolchevique, du nouveau président et du nouveau gouvernement qui prendra office demain, le 20 janvier 2021. Alors, il y a cette polarité, il y a ces deux camps, il y a ces deux populations. Et
Si, évidemment, elles s'entrechevauchent toutes, géographiquement, socioculturellement, etc., il y a quand même de grands marqueurs, c'est-à-dire que les populations plutôt urbaines et plutôt minoritaires et plutôt euh, universitaires dans le sens tous les métiers bidons, lettres, psychologie, enfin machin, études de gender, machin, ont plutôt tendance à soutenir les, les démocrates, alors qu'on a plutôt les professions d'ingénierie, euh, les populations rurales, les personnes liées au monde de l'industrie, de la guerre, donc les militaires, etc., qui ont plutôt tendance à être républicains, bien que ce parti républicain soit volé en éclats, il est en train d'être explosé, et que ces gens qui se disent souvent trumpistes ne sont pas tellement pour la personne de Trump ou le personnage qu'il a pu être, et ce mouvement va vivre bien au-delà, quoi qu'il arrive, de Trump. C'est en fait un populisme, c'est en fait des gens qui veulent aller à la source de ce qui a fait le fondement des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la Constitution et les grands principes que l'on retrouve dans la Charte des droits sur la liberté, la liberté d'expression, la liberté de se défendre et d'être armé, et d'un État maintenu à une taille raisonnablement petite par la population et par une forme de démocratie subsidiaire qui se divise entre États fédéral, les États-Unis d'Amérique, les États, les 51 différents États du pays, et bien sûr les différents districts et cantons, communes qui composent ces États eux-mêmes. Et cette démocratie, qui est toujours fragile, qui est toujours incertaine, et que même les fondateurs des États-Unis avaient prédit ne pas pouvoir durer plus d'un siècle, ont été bien sûr attaqués dès l'époque de Jefferson par les banques centrales plus tard, qui ont réussi à imposer la réserve fédérale sous Wilson en 1917, ou était-ce 1913. En tout cas, l'entrée en guerre en 1917 des États-Unis a fortement entériné une puissance de l'État fédéral, mais qui avait en réalité déjà commencé sous Lincoln, avec la suppression de l'habeas corpus et finalement un état de guerre quasiment permanent des États-Unis depuis 1861. Guerre contre l'Espagne, guerre coloniale à travers l'Amérique latine, puis Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et guerre froide, Corée, Vietnam, et toutes les aventures que l'on connaît depuis. Et on peut dire que ce renforcement de l'État fédéral a été encore augmenté avec la guerre du Vietnam qui s'est accentuée après l'assassinat du président Kennedy, puis à partir de, évidemment, 2001, du 11 septembre 2001, la guerre éternelle, la guerre contre le terrorisme, qui en fait a eu un coup de frein avec la présidence Trump. Et nous allons voir cette machine impériale probablement essayer de repartir. Donc là-dessus, quand je parle de prise de contrôle des bolcheviks dans l'État, évidemment, ça ne représente pas forcément tous les démocrates, bien sûr, mais ça représente une aile très forte et très vociférante et très influente au sein des, bah, des entreprises et de l'État qui sont gérées par des gens très sensibles à l'esprit révolutionnaire bolchevique, très sensibles à cet esprit de progressivisme constant qui a donné lieu au mouvement féministe il y a déjà plus d'un siècle, des mouvements des luttes pour les minorités sexuelles et des mouvements de défense des minorités ethniques. Et tout cela est toujours, en fait, si vous regardez qui sont à la tête et qui sont les fondateurs et les grands porte-parole de ces mouvements progressistes, ce sont toujours des gens d'une même ethnie et particulièrement des gens possédés par une volonté révolutionnaire et de progrès, quitte à écrabouiller tout le monde sur leur passage pour leur propre volonté. Alors là-dessus, alors c'est une toute petite partie de l'ethnie en question, mais là c'est une petite partie de cette ethnie-là. Tous, allez voir les mouvements lesbiens, gays, les mouvements féministes, tous les trucs progressifs, les drogues, les machins, tout, c'est toujours des gens d'une même ethnie. Parce qu'il y a une culture qui va dans ce sens-là. Là-dessus, ça ne veut pas dire que toute l'ethnie, encore une fois, va dans ce sens, mais enfin, une autre partie de cette ethnie-là, elle en profite bien de ça. Elle n'est pas la seule. D'autres groupes de profit et d'industrie se fichent bien de la politique
progressistes, mais utilisent cet avantage-là pour leurs propres avantages financiers. On a là-dessus les GAFA. Je vous laisse regarder aussi qui sont les propriétaires de ces GAFA et quelle est leur culture familiale et culture d'origine. Là-dessus, vous ajoutez la politique politicienne de Washington sur laquelle qui ne se privent pas de se faire un petit billet sur tout ce qu'ils peuvent. Là-dessus, vous ajoutez la puissance financière de Wall Street et le complexe militaro-industriel qui, lui, pour le coup, est très blanc anglo-saxon, mais enfin, qui profite bien aussi des politiques qui sont mises en place. Et vous avez en fait une sorte d'État corrompu qui prétend avoir des volontés un peu bolcheviques, progressistes, extrêmes, mais dont la finalité c'est de faire du pognon et de exploiter encore plus la population. Donc à la fin, on revient toujours au même modèle de turbo-exploitation et de peuple qui se fait baiser parce qu'il est de plus en plus ignorant, il est de plus en plus abruti par la culture et l'éducation depuis 40-50 ans, qui ont périclité en termes de qualité et tout ça. Alors, la guerre civile. Là-dessus, vous avez ces divisions, campagne, rurale et ville, urbain. Vous avez des divisions socio-professionnelles. Vous avez les différentes politiques qui, de plus en plus, vont rendre impossible la démocratie aux États-Unis, puisque puisque d'ailleurs la nouvelle administration va naturaliser entre 10 et 20 millions d'illégaux. Et donc, comme ceux-ci sont de culture où on vote généralement pour celui qui te promet de l'argent gratos, eh bien, ils vont voter pour les démocrates. Et donc, à travers l'essentiel des États-Unis, la majorité des votes au niveau des États et au niveau des exécutifs, et donc par inertie la nomination du judiciaire aussi, vont être dominés par les démocrates et de plus en plus par des ailes progressistes qui vont promettre de plus en plus d'avantages pour des groupes divers et variés, et donc qui devront les financer par la dette, donc ça fera plaisir aux banquiers, mais aussi par finalement une taxation qui va augmenter. Et puis, comme on sait que les progressistes en fait détestent la liberté de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, eh bien, ils vont particulièrement attaquer et cibler leurs opposants. Tout d'abord, physiquement par des lois qui vont être proposées pour confisquer les armes, pour rendre de plus en plus difficile la liberté d'expression. Pour ça, les GAFA, l'industrie de la technologie va dans ce sens. Et vous avez finalement une consolidation du pouvoir qui va se faire de plus en plus forte, de plus en plus puissamment. D'un autre côté, en plus, l'aspect politique fait que les gens ne pouvant plus se fier à la démocratie pour faire changer les choses ou pour avoir une liberté de pensée, d'expression, et puis d'être laissé tranquille, et d'avoir une taxation raisonnable, eh bien, quand on ne peut plus voter, quand on ne peut plus s'exprimer, ou quand on n'a plus espoir dans le système, on passe à des manifestations violentes et de frustration, sans parler des gens qui vont quitter le pays pour pouvoir vivre dans un endroit où ils ne seront pas taxés à mort et où ils pourront laisser libre leur esprit créatif, leur esprit d'entreprise, et donc d'entreprendre et de créer de la richesse. Et donc le pays va s'appauvrir, et pour chaque entrepreneur d'origine européenne qui quitte les États-Unis, il va être remplacé par 10, 20 personnes venant, certes avec beaucoup de motivation et beaucoup d'enthousiasme pour venir aux États-Unis, mais il va être remplacé par des personnes venant d'Afrique ou d'Amérique latine, ou peut-être un petit peu d'Asie, mais qui n'ont pas toujours à l'esprit l'envie d'entreprendre, mais plutôt de récupérer les avantages que vont donner de plus en plus les partis de gauche aux États-Unis sous forme d'allocations et de dons divers. Et on voit déjà une dérive dans ce sens aux États-Unis qui avait une tradition de chacun pour soi. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont en train d'exploser le nombre d'allocations, de dons, de tickets, pour la nourriture, pour l'éducation, essentiellement pour les minorités, à tel point d'ailleurs que le futur gouvernement a promis en fait une discrimination raciale et sexuelle donc à l'avantage des minorités, une sorte de discrimination qu'ils appelleront sans doute positive, ou d'un autre terme un petit peu comme ça,
marketing, mais en réalité qui est une discrimination à l'encontre de la majorité blanche et surtout des hommes blancs. Voilà, c'est comme ça. Donc en fait, à force de vouloir lutter, à force de vouloir l'antiracisme, ils ont créé, et c'était toujours le plan depuis le début, en fait, une hiérarchie raciale où les blancs, c'est-à-dire les travailleurs blancs qui créent le plus de richesses, surtout les hommes qui contribuent le plus à la création de richesses du pays et à la fiscalité du pays, eh bien, se retrouvent tout en bas. Donc c'est ballot. Ce seront eux qui vont arrêter de travailler et qui vont s'en aller. Et donc vous avez une situation de tension très forte entre des populations qui sont clairement montrées du doigt et qui sont clairement exploitées, et en plus qu'on accuse de tous les maux, donc ça ne durera pas longtemps, les gens au bout d'un moment s'énervent, hein, quand vous bossez 20 heures par jour, vous payez 50% de votre revenu en impôts, et qu'on vous dit en plus que c'est de votre faute, qu'il y a des gens qui sont en train de récupérer l'argent de vos impôts sous forme d'allocation, euh, au bout d'un moment, soit vous arrêtez de travailler, soit vous pétez une durite, hein, ou soit vous partez. Donc, de toute façon, dans les prochains mois, dans les prochaines années à venir, les États-Unis vont structurellement aller très très mal. Là-dessus, vous avez une force militaire, hein, avec du personnel qui est en très grande majorité plutôt conservateur et donc qui a tendance à être plutôt populiste et qui est considéré comme un ennemi potentiel par le pouvoir. Et comme lorsque le président, par exemple, au Chili, Allende avait pris le pouvoir en 1971, sauf erreur, euh, eh bien, il a essayé de purger les officiers et les armées qui étaient plutôt conservatrices. Et il a échoué. Là aussi, je pense qu'il échoue ou pas, la purge va faire que beaucoup de militaires américains compétents, professionnels, il faut savoir que la marine américaine, pour faire fonctionner des sous-marins, lanceurs d'engins nucléaires, etc., des porte-avions, nécessite des gens quand même avec une très bonne formation. Et vous allez purger, lorsque le pays va purger ses forces armées, eh bien il risque de se retrouver soit comme les purges de Staline de l'armée rouge dans les fin des années 30, avec des forces armées beaucoup moins efficaces et beaucoup moins capables, et ou, s'ils ne les purgent pas, avec des forces armées qui vont rechigner à suivre une grande partie des ordres qu'ils vont recevoir, qui vont traîner des pieds, qui vont faire de l'anti-jeu. Les militaires, ça obéit, mais ça peut aussi ralentir, hein, les ordres. Et je ne suis pas certain que des éventuelles guerres impériales à l'étranger donnent des résultats exceptionnels pour les, pour les États-Unis, mais à un moment, ce conflit interne, alors ça peut être dans quelques jours, dans quelques mois, mais je ne crois pas que ce sera très long, il va y avoir de plus en plus de conflits internes entre personnes qui n'accepteront pas les lois, et peut-être que la police ne sera pas suffisante, ou peut-être elle sera elle non plus pas capable ou n'aura pas envie d'appliquer un certain nombre de lois comme celui de la confiscation des armes à feu, etc. Notamment dans des pays très conservateurs comme l'Alaska, le Montana, l'Idaho, l'Utah, des pays où, et en général les zones rurales, parce que même des pays comme la Géorgie récemment qui est passée au camp démocrate, vous voyez que c'est essentiellement les villes où il y a eu beaucoup de morts qui sont allés voter, et où il y a des minorités, voilà. Et en revanche, les campagnes et les quartiers plutôt peuplés par des populations traditionnellement américaines, eh bien, ont plutôt voté républicain. Et donc, ça va être très compliqué, et ça va amener des mouvements de population, des gens qui vont quitter des pays, des régions pour aller dans d'autres, pour se retrouver en majorité pendant quelques temps et avoir encore leur mode de vie. Dans d'autres endroits, ça va partir au clash. Et je me souviens que la révolution américaine a commencé en 1774, en fait, 1774, en bon français, lorsque les troupes britanniques ont fini par tirer sur la foule. Et lorsque les troupes tirent sur la population qui se plaint et qui manifeste, eh bien, il y a souvent pas toujours, il y a des populations aussi qui se cachent après, mais il y a aussi ou qui se préparent pour revenir dans une autre forme. Comme on dit, hein, après les gilets jaunes, il y aura les gilets bruns. Mais en revanche, ce qui peut se passer aux États-Unis, c'est que soit l'armée ou les forces de police refusent de tirer sur la foule,
manière répétée, et malgré les médias qui vont cacher les incidents. On voit aujourd'hui les médias, lorsque la gauche appelle à l'émeute et à l'assassinat de politiciens, ça passe, tout va bien. Et lorsque des gens un peu plus conservateurs font un dixième de ce que fait la gauche, là c'est terrorisme, attention, etc. Rappelez-vous que sous l'occupation nazie, les résistants étaient considérés des terroristes. Et si l'Allemagne avait gagné la guerre, en plus du fait qu'on parlerait beaucoup mieux allemand, eh bien, on nous apprendrait dans les cours d'histoire qu'il y avait des salauds de terroristes qui essaient de s'opposer à la paix et l'harmonie qu'essaie de nous imposer le Reich. Il faut bien imaginer que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que donc aujourd'hui nous avons des médias qui contrôlent toute la narration, que ça aille du cinéma aux médias écrits, à la télévision et de plus en plus aux médias internet. Toute la narration est maîtrisée par la même culture et on revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est un petit groupe de personnes. Et donc, mais qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de leur propre groupe. Hein. C'est comme les voleurs dans les transports publics ou les violeurs dans les trains de banlieue. Ils sont tous d'un certain groupe, mais ils ne représentent pas forcément l'ensemble du groupe. On est d'accord, de même que les terroristes qui font certaines actions au nom d'une certaine divinité, eh bien, ne représentent pas 100%, peut-être 50%, mais pas 100% de leur propre groupe. Voilà. Donc, il faut toujours, évidemment, dire les choses comme elles sont. Mais il faut les dire quand même. Et, à partir du moment où une force armée tire sur la troupe, soit elle refuse, et à ce moment-là, vous avez probablement une partie des forces militaires qui commence à être en opposition au gouvernement, et ça peut dégénérer, ou soit soit elles obéissent, et à ce moment-là, vous avez ce qui s'est passé en 1774 aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé dans pas mal de révolutions colorées, hein, qui sont bien sûr organisées sur le modèle de ce qui fonctionne. Ils n'ont pas inventé, ils ont remarqué qu'est-ce qui marche pour qu'une révolution aboutisse à des insurrections qui peuvent amener au changement du pouvoir. Eh bien, c'est parce que, en général, tu fais tirer sur la foule à un moment par les forces armées, des gens infiltrés ou peu importe, mais tu crées cette violence qui énerve les gens, qui rend extrêmement énervé et outré une partie de la population, qui à un moment bascule. Et il faut savoir que les révolutionnaires américains en 1774 et même en 1776, d'abord, n'ont pas gagné jusqu'à la fin. Ils ont vraiment subi, et l'armée britannique les a quand même bien fait courir. Mais il n'était qu'un tout petit tiers de la population vivant aux États-Unis, en Amérique, à soutenir les insurgés indépendantistes. Il y avait un tiers qui était loyaliste, qui soutenait plutôt l'Empire britannique, et puis un gros tiers d'indécis qui continuait à faire son truc et qui a rejoint le camp gagnant à la fin. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une majorité pour mener à bien une révolution, une guerre civile ou autre. Donc il faut se méfier des chiffres. Il faut se méfier. C'est pas parce que 50% des Américains votent pour l'un ou pour l'autre, plus les morts, que forcément vous allez avoir 50% d'un côté ou de l'autre d'une guerre civile. D'autant plus qu'il y a des fractures ethniques importantes. C'est qu'il y a les ethnies, on va dire ceux qui commencent par N, ne s'entendent pas avec l'ethnie qui commence par L, qui ne s'entend pas avec l'ethnie qui vient de l'autre côté du Pacifique, on va dire qui commence par C ou N ou autre, ou V ou P. Et il faut faire gaffe avec l'algorithme maintenant de YouTube. Alors, ces gens ne s'entendent pas forcément eux-mêmes. Et puis, l'ethnie des N n'aime pas trop l'ethnie de l'alphabet. Enfin, c'est pas vraiment une ethnie, mais le groupe de l'alphabet, qui en elle-même, les L n'aiment pas les G, n'aiment pas les B, n'aiment pas les plus, les Q, les je sais pas quoi. Et ils ne sont d'accord que quand il faut faire chier le mec qui a le pognon, c'est-à-dire les travailleurs B, hommes. Mais sur le reste, ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Alors on a tout ce bordel dans lequel pas mal d'autres lettres essayent de tirer leur épingle du jeu, mais c'est une structure très fragile. Il n'y a pas d'empire britannique solide. Il n'y a pas même la rébellion est solide. Donc on peut avoir des incidents, des tirs sur la foule,
des, voilà, des personnes qui sont injustement tuées. On a eu ça au Capitole le 6 janvier. On a eu quand même quelques morts. Euh, une femme ex-militaire, courageuse, non armée, qui s'est fait abattre. Bon, la presse évidemment parlait d'un. Je ne sais pas s'ils ont dit que c'était une terroriste. Mais voilà, donc il va falloir bien observer comment ce sera joué. Mais si ça part en cacahuète, vous allez avoir des zones rurales entières, des États entiers qui ne voudront plus obéir. Et ces États ont une population. Et une population, fût-elle militaire, elle ne va pas obéir aux ordres si ces ordres vont fondamentalement contraires à leurs propres intérêts, notamment sur le territoire américain. Et donc, vous risquez d'avoir une dislocation, une balkanisation sur des zones rurales, villes, avec la disruption des chaînes d'approvisionnement. Et c'est là où ça nous concerne. Parce que si, à l'intérieur d'une région comme, je ne sais pas, le nord-ouest des États-Unis, en excluant la zone côtière, parce que c'est clair que l'Oregon est conservateur, mais les grandes villes que sont Portland sont démocrates, par exemple, et progressistes. Sur l'État de Washington, l'intérieur des terres très peu peuplées est évidemment conservateur, mais les grandes villes que sont par exemple Seattle et environ, eh bien, sont plutôt évidemment progressistes. Mais une grande ville n'est rien si elle n'a pas la nourriture qui vient par les grands flux globalistes de la globalisation, ou même dans le territoire en question, qui viennent de la campagne jusqu'à la ville. Et il suffit de quelques jours de disruption. Il n'y a pas besoin de... Et si cette disruption est suffisamment générale, il n'y a pas besoin que ça dure très longtemps pour que les villes se sentent sous pression et que les gens paniquent, parce que tous ces progressistes, ils font les malins quand ils ont Internet, Wi-Fi, et qu'ils sont soutenus par les médias et par les politiciens. Mais en fait, il n'y a pas de force réelle derrière, il n'y a pas de force physique, il n'y a pas de la force des armes. Et quand en face, il n'y a plus la bouffe qui arrive et qui panique, très vite, ils deviennent des fillettes, ces gens-là. Donc, je crains qu'aux États-Unis, ça peut mal finir. Mais il ne faut pas exclure qu'une partie des forces armées, par intérêt, par inertie, euh, par promesse de miroitement, et aussi par un remplacement ethnique au sein des forces armées américaines, c'est que si vous avez un État qui donne beaucoup d'avantages aux N et aux L, eh bien, vous pouvez imaginer que très vite, on remplace les B qui sont dans les forces armées par des N et des L en masse. Pas tous sont d'accord avec les démocrates, loin de là. Mais enfin, on va créer des nouvelles forces armées à qui qu'on va envoyer dans les zones pour récupérer la nourriture. Mais je ne crois pas que la complexité est telle d'une société libre, en fait, qui était libre jusqu'à peut-être demain. Je ne crois pas que cette complexité puisse se réorganiser très vite pour justement permettre ce ravitaillement par les forces armées ou permettre un ratissage, une couverture du territoire suffisante. Je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas possible. Alors certes, la force armée ont une aviation puissante, ils ont des systèmes satellites de surveillance, ils ont des drones, ils ont du renseignement, ils ont les GAFA qui leur fourniront toutes les informations sur où vous êtes, ce que vous faites, qui vous êtes. Mais il n'y a pas les forces suffisantes pour s'attaquer à tout le monde de front. Alors petit à petit, pourquoi pas? Mais s'ils le font petit à petit, le reste se révolte et se rébellera aussi. Et donc vous risquez de rentrer dans une phase extrêmement trouble dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois aux États-Unis, où si le gouvernement... Alors, il y a une autre hypothèse, ça c'est l'hypothèse de la guerre civile. Et je vais la terminer avant de vous parler de la deuxième hypothèse. Parce que, enfin, bon, je vais vous le dire tout de suite. La deuxième hypothèse, c'est qu'il n'y ait pas de guerre civile, c'est que finalement, une fois pris le pouvoir, ce nouveau gouvernement démocrate se limite à faire des annonces un peu à l'esbrouffe, comme il l'a fait sous Clinton, comme il l'a fait sous Obama, des annonces et des petites lois qui font chier tout le monde, mais qui dans la réalité quotidienne n'impactent pas réellement, qu'ils n'augmentent pas beaucoup les impôts, qu'ils font 2-3 gestes symboliques envers les minorités, mais qui réellement ne représentent pas des sommes colossales, voire même, si c'est comme sous les Clinton, comme sous la double présidence Clinton, eh bien, on peut imaginer qu'au contraire, ils font des lois, parce que ces gens sont fondamentalement racistes, eh bien, ils font des lois qui sont encore plus pénalisantes pour les minorités. Je vous rappelle que sous Clinton,
jamais autant d'Afro-Américains ont été mis en prison, sous prétexte de vouloir aider les communautés noires à s'en sortir, etc. La répression carcérale a été impressionnante sous la présidence de Bill Clinton dans les années 90, 92 à 98. Donc, 96, pardon. De 92 90 à 96. Non, 92 à 80. À 2000, pardon. Clinton a terminé en 2000, qu'est-ce que je raconte? Et donc, pendant les 8 ans de Clinton, jamais autant d'Afro-Américains ont été mis en prison aux États-Unis. Je dis ça, c'est comme ça. Hein. Donc, après, ils votent pour eux, voilà, QI et tout ça. Mais la, ça peut aussi finir dans une sorte de truc un peu mou, comme sous Obama, comme sous Clinton, avec des guerres extérieures un peu aériennes, avec des bombardements, mais rien, pas d'occupation au sol, pas de trucs, et le déclin des États-Unis continue. Et rappelez-vous, tout ça subordonné au fait qu'on a encore des énergies pour pouvoir continuer le modèle qu'on a aujourd'hui. Tout ça sous la réserve qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire avec cette épidémie, soi-disant épidémie, ou en tout cas cette crise qui a été créée depuis l'année dernière avec ces virus qui viennent de chats mal cuits. Et donc, est-ce que de chats chinois, pour ceux qui connaissent, et bref, c'est très compliqué d'imaginer des États-Unis tenir dans une manière soft. Et comme justement les guerres extérieures elles vont être compliquées à motiver, il va être compliqué de motiver la population de faire des guerres extérieures, pour quel avantage, pour quelle raison. Bon, ça va être compliqué d'aller en guerre contre l'Iran parce qu'ils ont des lois contre les homosexuels assez difficiles, hein, assez dures en Iran. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir monter comme truc, à moins qu'il y ait des attaques sous faux drapeau, mais bon, ça on ne peut pas les prévoir, bien sûr. Et donc, on peut avoir des États qui vont se révolter, de fait vivre séparément du reste, refuser de payer leurs impôts. Enfin, vous imaginez l'impact sur l'opinion internationale, sur les marchés boursiers et sur l'économie globale, hein, des États-Unis qui se fracassent et qui se balkanisent, de fait. Et les médias ne pourront pas tout cacher. Donc, nous allons avoir des mois et des années très sportives aux États-Unis. Alors après, ça reste une hypothèse. Et on peut imaginer, comme je parlais des États comme le Montana, l'Utah, le, le- le Wyoming, ou même l'Alaska, où, en tout cas l'Alaska, c'est juste imprenable. Comment vous voulez, à partir du moment où les gens vont quitter les États tenus par les démocrates et par les milices ethniques, eh bien, beaucoup de gens vont quitter, vont aller dans ces États où ils se sentent encore libres, vont aller en Alaska et recréer leurs affaires. Et là, bah, ça va être des bastions assez compliqués à tenir et à prendre, enfin assez compliqués à prendre pour un État fédéral qui encore une fois, n'a plus de ressources. Et alors, recruter des gens pas très motivés, pas très capables, pour remplacer des vétérans et des anciens militaires, eux motivés et capables, qui vont se retrouver en face avec armes et bagages, ben, ça fait une disproportion de qualité de forces armées assez grande. Alors certes, il y a l'aviation, les drones, etc. Mais qui vous dit que le pilote du A-10 ou du F-16 de la garde nationale va obéir aux ordres qu'il va recevoir? Peut-être qu'il part avec son aéronef et il se pose dans une zone avec l'armement, avec machin, et voilà. Et ça va être très compliqué. Je le sens pas très bien. Mais il se peut aussi que les bolcheviks réussissent dans leur purge, réussissent à mettre en place et que finalement, par l'argent et par la pression, ils arrivent à faire obéir les forces armées américaines. Mais franchement, j'en doute. Donc, on rentre dans une période extrêmement instable. Et c'est pour ça que je vous le dis depuis 6 mois, depuis le juin de l'année dernière, ne croyez pas, pour ceux qui boursicotent en bourse, etc., ne croyez pas que la bourse monte ou baisse parce qu'il y a quelque chose de rationnel. Normalement, elle devrait être à zéro. En ce moment, elle devrait être vraiment très basse. Mais en réalité, ben là, elle est maintenue et c'est pas vous qui décidez d'à quel moment ils vont la lâcher pour essayer de faire un profit sur une baisse et puis une remontée. Donc faites très attention, c'est pas vous qui maîtrisez ce qui se passe. Là-dessus, j'aimerais en fait en discuter avec vous, puisque vous nous avez rejoints, vous êtes nombreux maintenant sur cette communauté Patreon, vous êtes plus de 2300, et c'est surtout votre avis sur comment une guerre civile aux États-Unis pourrait se déclencher et se dérouler, et en fonction des forces en présence, État par État, ville par ville, région par région, comment, à votre avis,
ça pourrait se goupiller et quel serait l'impact pour le reste du monde. L'impact pour nous autres qui nous préparons et qui sommes à l'extérieur des États-Unis, c'est simplement continuer à nous préparer à la rupture de ces cycles économiques, à la rupture des systèmes d'approvisionnement qui ne manqueront pas, ou en tout cas qui seraient fortement réduits, ou encore plus dans un scénario de conflit ou de balkanisation des États-Unis. Et il faut aussi ajouter que cette balkanisation pourrait avoir des répercussions aussi politiques et sociales à travers le reste du monde, l'Angleterre notamment, un grand pays vassal de l'Empire américain, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Benelux, enfin tout ça. Et des répercussions en Asie avec Taïwan, peut-être la Chine se dira puisque les États-Unis sont embourbés dans leur conflit interne, c'est le moment de réunifier le pays. C'est peut-être une option. Je pense que ce ne serait pas intelligent de leur part de le faire, mais pourquoi pas. Et donc, on rentre dans des zones très turbulentes potentiellement. Alors, encore une fois, quelle est la probabilité? Je ne sais pas, mais cette probabilité, je ne la considère pas nulle. Je pense que la probabilité de guerre civile aux États-Unis pendant les 4 prochaines années, je l'estime à 25-30%. C'est assez élevé, hein, c'est vraiment élevé. On verra bien. On verra bien. Est-ce qu'ensuite les États-Unis, par un faux drapeau, par des décisions autres, décident de partir en guerre pour fédérer la population? Mais je ne suis même pas sûr que ça fonctionnerait. À suivre. En tout cas, je serais ravi d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez. On pourra dialoguer. Et peut-être ça m'amènera à faire une deuxième vidéo sur le thème plus tard. En attendant, profitez bien du soleil si vous en avez. La vitamine D, c'est important. Et à très bientôt. Et préparez-vous.